Hello everyone, welcome back after a little bit of relief of all these Après financial cette issues. petite pause, I'm not going to après avoir moderate traité the toutes ces questions moderators. financières, je ne vais I will pas give the floor animer immediately les to Jean-Christophe and animateurs. Je vais Kevin donner la parole to take sans us plus through attendre the panel à Jean-Christophe et discussion. Kevin qui vont s'occuper d'animer la discussion de panel. Merci, Wim. Nous avons préparé quelques questions. Nous avons en fait reçu déjà un certain nombre de questions au départ via email. Et nous allons commencer en posant ces questions. Ensuite, nous aborderons les questions qui ont été postées dans la classe de conversation. Quelques sujets ont été abordés. Tout d'abord, les investissements publics. Penchons-nous là-dessus d'abord. Je vais commencer avec vous, Jay. Donc, la présentation, j'ai vu que vous êtes assez enthousiaste, Thierry, par rapport aux dépenses publiques pour les années à moi-même. Je suis également en faveur de cette idée, mais je me demande, est-ce que les gouvernements vont pouvoir dépenser tout cet argent? Pourquoi est-ce que je pose la question? Je suis un peu sceptique parce qu'il y a quelques semaines, j'ai lu un article à propos des logements sociaux, un domaine que vous avez également mis en lumière, et apparemment, quelques 500 millions d'euros n'ont pas été dépensés cette fois-ci parce qu'on n'avait pas le moindre projet. Donc, est-ce que le gouvernement donc aura suffisamment de personnel pour pouvoir dépenser cet argent, ou est-ce qu'il faut penser à d'autres solutions? C'est une très bonne question, une question très pratique. La réponse est probablement courte. Mais il est pratiquement sûr que tous ces projets ne seront pas déployés en déant la date butoir impartie. Il y aura des retards, non pas simplement parce que le gouvernement n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir déployer les projets au niveau du marché. Il y a une question d'obtenir des permis de conduire. Vous avez également les coûts de la construction, de matériaux de construction qui augmentent les prix. Et nous aurons également des retards, probablement également des annulations de certains projets, mais bon, il y aura pas nécessairement des annulations, mais en tout cas des reports. Question suivante, elle porte sur les partenariats publics-privés. Ça pourrait être une bonne idée d'en parler et d'utiliser davantage ces PPP à l'avenir. On voit à présent que ces PPP, en fait, ils impliquent de gros projets, de gros partenariats. Nous sommes un secteur où il y a pas mal de PME. Est-ce qu'il serait donc possible, selon vous, de trouver de nouveaux types de PPP qui seraient également appropriés pour les petits projets, pour les petites et moyennes entreprises, le PPS? Et donc, ces PPP, c'est vrai que, parce que nous participons finalement à toutes ces associations temporaires d'organisation de la construction de banques, etc. Et c'est vrai que nous verrons également, en général, oui, ces grosses entreprises, la construction, qui, elles, vont donc répondre aux appels d'offres. Bon, si vous avez un PPP, ça représente pas mal de documents juridiques, mais en fait, vous pouvez réduire l'échelle au niveau des PPS jusqu'à 10, 11 millions d'euros. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce qu'on voit chaque fois qu'un nouveau PPS est lancé, mais il y a certaines exceptions par rapport aux documents qui doivent être remis. L'exception, c'est que c'est parfois dû au choix du projet ou c'est parfois dû à des compromis politiques qui ont été faits pour en faire un partenariat public-privé. Dans la pratique, on constate que c'est une question du fait que parfois toutes les leçons ne sont pas tirées. Donc, en théorie, il est possible de réduire l'échelle, mais dans la pratique, on ne le voit pas. Alors, peut-être que la tokenisation ou la blockchain pourrait offrir une solution pour ces plus petits PPP. On pourrait également concevoir des contrats smart impliquant des blockchains. Ça pourrait être une solution peut-être à apporter pour réduire cette paperasse concernant les travaux juridiques. C'est une bonne idée, Jean-Christophe. Néanmoins, pour que la blockchain fonctionne, cette chaîne de blocs, elle ne peut fonctionner que si vous avez un certain degré de normalisation entre les différentes parties qui participent finalement à cette blockchain. Donc, si vous avez une situation mentionnée par Thierry, où, bon, aujourd'hui, vous avez par exemple encore des aspects spécifiques adaptés au cas par cas et pas une approche standardisée. Et là, la blockchain n'est pas une solution. Elle peut vous aider
à renforcer l'efficacité. Pour cela, vous avez besoin de normalisation par rapport aux informations que vous allez échanger entre les différents participants. Alors, ça peut également vous aider à automatiser un certain nombre d'obligations contractuelles via des contrats intelligents, des contrats smart, mais vous avez besoin de conclure des accords entre les différents participants pour dire que vous allez organiser les choses ainsi et que cette chaîne en bloc va être la façon juridiquement appropriée pour exécuter ces opérations. Personnellement, sur base de mes expériences, je l'ai vu dans des projets de tokenisation, mais également dans d'autres projets de chaîne en bloc, la technologie, c'est la partie aisée. Je suis désolé de le dire, hein. Donc, alors que je suis donc un ingénieur de formation, mais les aspects non technologiques dans ces projets de chaîne en bloc sont énormes, hein. Il ne faut pas les sous-estimer parce que l'avantage de ces chaînes en bloc, c'est que plus de personnes y participent au réseau, plus d'efficacité vous allez obtenir au niveau du réseau dans son entièreté. Mais l'aspect négatif, c'est plus de participants vous allez besoin d'avoir, plus d'accords vont devoir être conclus en termes de normalisation pour ceux qui participent. Et donc, ça représente un projet informatique énorme. Et plus vous souhaitez en profiter, mais plus ça devient complexe. Donc, c'est peut-être une longue réponse à votre question. Pour résumer, oui, cette chaîne en bloc peut apporter des efficacités, mais vous devez également faire attention aux aspects non technologiques, comme la normalisation et obtenir l'alignement des différentes parties impliquées. Merci. Est-ce que certains souhaitent ajouter quelque chose au niveau des discussions? Nous avons peut-être une autre question, Jean-Christophe. Durant la pause, Kevin et moi, on a eu une petite discussion. Ce n'est pas véritablement le PPP, mais le gouvernement devrait en fait utiliser différents types de financement. Par exemple, financer des loyers. On a vu le problème mentionné par Thierry par rapport aux logements sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que nous, en tant que secteur, on devrait essayer de convaincre le gouvernement pour le faire? Moi, je ne peux pas lire dans la tête des hommes et femmes politiques, permettez-moi de garder une certaine distance par rapport à cette réponse, mais c'est vrai que le secteur privé peut construire à une cadence plus rapide par rapport à ce que le gouvernement demande à l'heure actuelle, parce qu'on voit pas mal de projets résidentiels qui sont vendus à des investisseurs institutionnels. Ça veut dire que la capacité, elle est disponible au niveau de la construction. Ils achètent, ils louent à des privés. Et le niveau de loyer est plus élevé par rapport à ce qui serait requis par les logements sociaux. Si vous pouvez combiner les deux, où finalement les investisseurs institutionnels vont acheter et où le budget disponible au niveau du gouvernement est utilisé pour subventionner les loyers, ça pourrait offrir en quelque sorte une solution. Merci. Merci, Kevin. Nous allons passer au deuxième sujet. Ça concerne les investissements privés. Ma première question est tout à fait essentielle par rapport au travail réalisé par toutes les entreprises ici et listées sur Internet. C'est la bureaucratie qui est liée au permis de construire. La situation dans les 3 régions est horrible. Le pire, c'est à Bruxelles. Parfois, il vous faut attendre 3, 4, 5 ans pour obtenir un permis de construire. Donc, ma question serait la suivante. Alors, nous, en tant qu'association de la construction, donc les autorités publiques, les pouvoirs publics, s'ils prennent des mesures, par exemple, passer de 5 ans à 3 mois pour la procédure, est-ce que cet élément, ce serait très bénéfique pour le processus de la construction et le financement de ce projet? Quel serait l'avantage du point de vue bancaire si on réduisait donc la durée pour obtenir ces permis? Il faut se pencher sur la faisabilité pour le promoteur. La période entre l'acquisition d'un terrain et l'acquisition, ensuite le début de la construction, c'est surtout financé par des capitaux. Plus les capitaux sont véritablement injectés dans le projet, moins ils ont de capacité pour développer d'autres projets. Donc, si vous souhaitez augmenter d'une part la disponibilité, l'approvisionnement des logements sur le marché et si vous voulez réduire en même temps les coûts des promoteurs, vous devriez certainement réduire la procédure pour obtenir
obtenir les permis de construire et les choses ne font qu'évoluer de façon négative. Il y a 50 ans, il fallait 2 ans, maintenant c'est 5 ans et c'est un drôle d'effet sur le marché belge. Selon moi, c'est dû au fait qu'on a donc les administrations locales, et il leur faut énormément de temps. Malheureusement, les choses évoluent de façon négative. Si je demande aux clients et aux promoteurs immobiliers quel est votre risque principal, ce ne sont pas en fait les prix de la construction, c'est véritablement la procédure pour obtenir les permis. C'est ce qu'ils disent tous. Oui, étant promoteur à moitié du temps, c'est précisément ce que vous avez dit, en effet, parce que c'est vrai, les capitaux sont fixes, mais il y a également l'incertitude. L'incertitude, ça vous tue. Vous devez prendre des primes de risque, ça prend plus de temps, etc. Et puis, ce qui est encore pire, on le sait tous, quelque chose qui prend du temps, davantage de temps, mais ça prend encore plus de temps après. Vous voyez, parce que à ce moment-là, les normes ont changé entre-temps. Et au début, c'était OK, le permis de construire il y a 2 ans, mais maintenant, vous allez devoir adapter vos plans parce que les choses ont pris du temps, des choses ont été modifiées. Il faut de nouveau apporter des modifications et ça vous tue, ça tue. C'est également une question de cash parce que finalement, leur business model se base sur le fait qu'ils ont l'argent disponible, mais si à un moment donné, ces périodes pour obtenir les permis ne cessent d'augmenter, les ventes ne se font que plus tard, donc ça entraîne également des problèmes. S'il y avait moins d'incertitude et plus de rotation de cash, on aurait plus de volume et on aurait plus également d'appels. On aurait des gens qui diraient, voilà, c'est moins risqué, allons-y, investissons. Donc, vous avez ce double effet. Et en effet, les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Donc, c'est une réponse unanime qui est donnée. À présent, Francis Carnois. Francis, est-ce que vous pouvez utiliser le micro? Vous allez poser une question, Francis, qui est directeur général de la Confédération wallonne de la construction. Merci. J'ai entendu pas mal de choses à propos de la construction de nouveaux logements jusqu'à présent, mais la rénovation des logements, d'anciennes maisons, de maisons non efficaces, c'est également quelque chose d'essentiel pour réduire les émissions de CO2 en Belgique, ces travaux de rénovation. Donc, on a besoin de rénovations importantes d'1 million de maisons en Wallonie ou de 3 millions de maisons en Belgique. Donc, on a besoin d'une massification véritablement, de rénovation en profondeur. Alors, quel business model intelligent spécifique, quelles solutions financières spécifiques pourront être utilisées donc, par rapport au marché privé qui utilise une approche de masse plutôt qu'une approche particulière? Et une autre question, comment peut-on attirer de l'argent qui est en train de dormir finalement sur des comptes d'épargne? Nous avons 300 milliards d'euros en Belgique pour financer finalement cette vague de rénovation en Belgique, par exemple. Ces obligations vertes, est-ce que ça constitue une solution intelligente ou est-ce que vous pensez à d'autres solutions intéressantes avec la banque, par exemple? Voilà, quelques questions qui ont été posées. Mais lorsque vous parlez de ces obligations vertes, de ces emprunts verts, ils vont vous offrir une certaine remise sur votre taux d'intérêt, mais la différence entre un prêt normal et un prêt vert, elle n'est pas non plus tellement énorme. La différence, elle est petite. Enfin, malgré tout, ça donne un incitant, bien sûr, mais donner à un promoteur un prêt vert, ça ne va pas lui permettre de résoudre tous les problèmes liés à ces travaux de rénovation. Donc, ça peut vous aider par rapport à une petite partie des problèmes, mais d'autre part, d'autres éléments seront certainement nécessaires. Si je puis ajouter quelque chose, selon moi, ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est plutôt le fait de ce que les individus qui sont propriétaires des maisons qui doivent être rénovées, eh bien que ces individus n'aient pas tous les tracas. Et ça va au-delà des activités de la banque.
Donc, au niveau du propriétaire, c'est l'entrepreneur, ce sont les ingénieurs peut-être qui vont devoir trouver la bonne solution et c'est également lié au financement. Mais trouver la bonne solution, ben, c'est une question à 1 milliard de dollars. Hein. Et je pense que bon, les banques essayent de trouver des solutions possibles, mais pour l'instant, ces solutions ne pointent pas encore leur nez à l'horizon. Et je serais prêt à discuter avec les gouvernements, avec les fédérations, etc. Mais je crois que c'est un effort qui doit être combiné et qui est nécessaire. Je voudrais également dire que, ben oui, en effet, ce sont surtout ces tracas qui causent cela, en partie parce que ben, le propriétaire moyen, il n'est pas toujours au courant de ce qu'il devrait faire pour qu'il respecte la taxonomie en termes de durabilité à long terme. Il n'est pas non plus conscient des techniques de construction existantes qui permettent de rénover, d'améliorer l'isolation de son logement. Donc, c'est un effort combiné. Et est-ce que l'ESCO est une solution? Ben, ça pourrait l'être, mais à nouveau, l'initiative devrait être prise par le propriétaire privé. C'est lui qui devrait donner un mandat à une entreprise ESCO, à une banque ou quelqu'un d'autre pour entamer le processus. Et on n'y est pas. Et je crois que le gouvernement aura également un rôle important à jouer pour véritablement introduire des déclencheurs pour pousser les propriétaires de logements à entamer de telles procédures. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, comment est-ce qu'on peut les pousser, les inciter à entamer le processus de rénovation? Et autre chose dont on a parlé, hein, ce sont également les hypothèques inversées. Ça pourrait être une solution, ça, pour eux? Mais prenons l'exemple moyen. Enfin, moyen, c'est pas moyen, mais prenons un exemple théorique. Quelqu'un qui a 65 ans, 67 ans, donc qui est à l'âge de la retraite, voilà, il est fier propriétaire d'un logement depuis 30, 35 ans et il se rend compte qu'en fait, sa maison n'est pas suffisamment durable. Supposons qu'il n'a pas de compte épargne où il y a pas mal d'argent, hein, donc sur son solde, il ne fait que vivre de sa retraite. Il n'est pas en capacité de rembourser quelque prêt que ce soit. Donc là, vous me parlez d'une hypothèque inversée. Et pour ceux qui ne connaissent pas le processus, ça n'existe pas en Belgique, en fait. Hein. Ce n'est pas autorisé pour l'instant. Une hypothèque inversée, ça existe aux États-Unis, dans certains pays voisins. Vous empruntez l'argent de la banque. Mettons, vous avez une maison qui a une valeur de 300 000 euros. Vous devez réaliser des travaux de rénovation pour 100 000 euros. Vous empruntez 100 000 euros auprès de la banque. Étant donné que vous n'êtes pas en capacité de rembourser, vous devez convenir avec la banque, si la banque est d'accord, que vous n'allez pas rembourser, vous n'allez pas amortir votre emprunt, votre prêt, vous allez permettre finalement à la banque d'écrire en plus les coûts de l'intérêt. Donc, pas de remboursement et l'intérêt va être rajouté chaque mois jusqu'à ce que soit vous mouriez ou bien que votre maison soit vendue, en fait. Hein. Soyons clairs, pour la banque, ça ne se fait pas sans risque, parce que si les intérêts devaient augmenter à ce moment-là, il se peut très bien que l'encours dépasse finalement la valeur de votre maison, hein, du point de vue sociologique. Ben là, si vous mourrez, et que tout le monde meurt un jour, hein, vos héritiers vont avoir cette maison, mais avec la maison, ils vont avoir la dette qui est liée. Donc là, ce n'est pas aussi aisé non plus d'accepter que la société aille dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça n'existe pas, ce système. Mais je le sais, au niveau de Febelfin et au niveau de certains hommes et femmes politiques, eh bien, ces idées voient un peu le jour. Il y a également un problème de capacité de remboursement de la prochaine génération, hein, des héritiers. Donc, ça devient un problème. Mais également pour la banque, hein, si les enfants qui reçoivent la maison en héritage, mais reçoivent également l'hypothèque, ils ne peuvent pas rembourser. À ce moment-là, en effet, vous devez vendre la maison et ça devient pénible. Pour revenir à la question du propriétaire d'une maison plus ancienne qui n'est pas efficace sur le plan énergétique, qui ne se rend pas compte du fait qu'il a un problème, il n'est pas toujours prêt à le faire, vous pouvez notamment résoudre cela en imposant l'obligation
information donc à l'acquéreur à partir du moment où la maison est vendue. Vous êtes obligé, vous obligez l'acheteur, l'acquéreur à améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à un certain niveau. Mais qu'est-ce que ça va faire au niveau du marché? Eh bien, et ça commence déjà à être observé aujourd'hui, ça va créer une sorte de canyon, hein, un énorme canyon entre tous les bâtiments non énergétiquement performants et tous les autres. Et ça va mettre davantage de pression sur ces autres logements. Ça pourrait être en effet une solution, ce déclencheur, ces incitants dont on a besoin d'Eve. Vous nous avez un peu inspiré pour une entreprise qui a envoyé des photos de maisons. Vous avez l'intelligence artificielle qui est faite et puis on vous demande voilà où est votre compte bancaire et je vous verserai l'argent. Est-ce que vous êtes au courant du fait que certains ESCO font la même chose? Voilà, dire voilà j'utilise autant, je consomme autant d'électricité, autant de gaz, voilà. Voilà la superficie, quelques photos et après quelques clics-clacs, voilà, payez-moi autant d'euros par mois et j'y arriverai. Est-ce que vous connaissez de telles activités? C'est très attrayant, non, mais je ne suis pas au courant d'exemples existants. Pourriez être le premier à le faire. Oui, ok. Parce que le prix, si vous allez sur le site internet et que vous dites voilà ma maison, vous allez obtenir une offre instantanée, elle ne sera probablement pas très attrayante, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, ils réussissent à acheter énormément de maisons, donc ils ont, oui, mais à ce moment-là, ils sont confrontés à des personnes un peu en détresse. Oui, peut-être l'intelligence artificielle, alors qui joue son rôle, oui. Ou des gens qui souhaitent simplement obtenir de l'argent très, très rapidement et ils ne souhaitaient pas attendre. Si vous regardez 2021, hein, on n'a pas eu une véritable année de crise, hein, ni ici ni aux États-Unis. L'économie était quand même en train de connaître un certain essor et malgré tout, ils ont réussi à acheter beaucoup plus de maisons qu'ils ne l'avaient fait au cours des années précédentes 2021. Donc même avec une économie en essor, les gens, ils ont pu en fait acheter davantage de maisons. Assez étrange, hein, mais voilà. Donc ça semble fonctionner, ce système. Merci. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est de l'intelligence? C'est une grosse question à se poser. Je pense qu'à présent, on doit passer au sujet suivant. Kevin, vert. Donc, le sujet suivant, l'environnement, tout ce qui est vert. On a déjà entendu parler pas mal de cela, la durabilité. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit bien sûr réfléchir à notre avenir et à l'avenir de nos enfants. Mais souvent, on se dit, oui, mais c'est quelque chose qui est fort médiatisé, on veut être durable, mais on veut surtout que tout le monde sache que l'on fait des choses qui sont durables. Maintenant, comment est-ce que les banques vont savoir jusqu'où on est pérenne? Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer qu'on travaille de façon durable? Vous avez Tote, Dream, etc. Bon, quoi qu'il en soit, les banques vont nous inciter également à avoir, comme je l'ai dit il y a quelques instants, donc vous serez obligé par les banques à avoir une sorte de stratégie pour être durable d'une façon ou d'une autre. Et le marché et les réglementations vont obliger les gens à agir ainsi. Donc, selon moi, et je ne crois pas qu'on pourra faire marche arrière, on a vu un certain nombre de choses dans l'immobilier, mais le pacte vert et les aspects durabilité, je crois qu'on ne va jamais revenir sur ces décisions qui ont été prises. On ne va jamais faire marche arrière. Je crois que pas mal d'entreprises vont devoir changer de stratégie et s'orienter vers cette durabilité. Il n'y aura pas de retour possible, de marche arrière. Est-ce que vous pensez que les banques peuvent également empêcher le greenwashing? Parce que parfois, c'est ce qu'on observe également dans certains endroits. C'est la raison pour laquelle on a adopté cette taxonomie de l'Union européenne, où là, on a des règles très détaillées, toujours en train d'être préparées, parce qu'une partie sont déjà disponibles, les autres vont être publiées au cours de l'année. Et ces règles, en fait, elles vont décider
sujet pour dire si quelque chose est véritablement vert ou si on est vers la voie de l'écologisation ou si on peut parler de greenwashing. On a une question concernant ce sujet posée par le directeur général de la FIEC, Domenico Campogrande, et il a posé cette question par vidéo. Bon après-midi, je m'appelle Domenico Campogrande, je suis directeur général de la FIEC, la Fédération européenne de la construction. La FIEC a été activement impliquée dans l'élaboration de la taxonomie de l'Union européenne sur les financements durables. Cependant, nous-mêmes avons encore quelques questions. Selon vous, quel sera l'impact pratique de la taxonomie pour les entrepreneurs? Et est-ce que vous pourriez également nous exprimer brièvement ce que les banques et institutions financières attendent de la part des entrepreneurs en termes de conformité et de rapportage pour ce qui est de cette taxonomie de l'Union européenne? Merci. C'est une question extrêmement large. Désolé de le dire. Je peux répondre au nom des banques. Pour ce qui est des banques, comme Geert l'a déjà indiqué, nous sommes obligés d'obtenir beaucoup plus de données par rapport aux émissions de gaz à effet de serre au niveau des clients. Et à présent, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Il ne s'agit pas simplement du niveau 1 et 2. Ce que vous contrôlez vraiment, quelle est votre consommation énergétique, les émissions de CO2 au niveau de votre entreprise, mais également en termes de fournisseurs, de vos clients. Vous devez également rassembler toutes ces données. Et à ce moment-là, on parle là des émissions de gaz à effet de serre de niveau 3. Donc là, on aura besoin de collecter énormément de données. Pour ce qui est du secteur de la construction, comme vous le savez probablement, le secteur obtient de plus en plus d'informations à propos du processus de construction lui-même, l'extraction des matériaux, des matières premières, la transformation des briques, donc du béton, etc. Tous ces processus vont devoir émettre moins de gaz à effet de serre et vous aurez besoin de rendre des comptes au niveau des émissions de CO2 par rapport à tous ces processus. Une fois que ces informations seront disponibles, elles seront stockées dans des bases de données qui ensuite vont être reliées à un système comme Totem, en Belgique, un système comme Madaster. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, mais toutes ces informations seront requises et donc votre entreprise va devoir les rassembler. Non seulement vous allez offrir un prix et un niveau de qualité, mais en outre, vous offrirez également un niveau d'émissions de gaz à effet de serre et plus bas sera ce niveau d'émissions, donc mieux ce sera. Selon moi, voilà vers quoi nous évoluons. Est-ce qu'il convient de dire qu'aujourd'hui, comme c'est indiqué dans le film, on connaît la direction, on sait, c'est déjà une grosse Bible, elle est déjà là, mais par contre, les détails, on n'est toujours pas au courant véritablement. Là, je parle en tout cas pour les chantiers de construction. Je pense que personne ne sait véritablement ce qui se passe. Peut-être qu'après la séance, enfin, on espère que quelque chose va venir. Tout le monde sait, donc nous avons pu sensibiliser les gens, donc les conscientiser par rapport à la direction qui est prise en général, mais les détails, on ne les connaît pas. Et tous ces processus, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas encore suffisamment documentés et comme je l'ai déjà indiqué dans ma présentation, les techniques, les procédures, la méthode de travail devraient peut-être évoluer non seulement au niveau des entrepreneurs, des architectes, il y a énormément de choses à faire et bien sûr les banques vont d'une certaine façon également tout garder les comptes finalement pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on est contraint de le faire à la demande de la Banque centrale européenne. Oui, en effet. Et le projet en Australie auquel j'ai fait allusion
construction est un exemple de la direction dans laquelle nous pourrions aller. Nous avons le gouvernement, l'industrie privée, le monde universitaire qui travaillent ensemble pour essayer de construire, pour voir ce qui pourrait être inclus dans cette sorte de carte d'identité du bâtiment, à commencer par la conception jusqu'au niveau de la construction et ensuite l'entretien, voir quels sont les ingrédients, les ressources, les matériaux qui ont été utilisés, quel est l'historique, quels matériaux ont été expédiés, est-ce que le bois vient de la forêt donc locale ou d'une forêt très éloignée? Qu'en est-il des ressources énergétiques qui ont été utilisées, etc. Donc, tous ces éléments, à ce moment-là, vous les incluriez dans cette carte d'identité énergétique du bâtiment. Il y aura également la certification des étapes intermédiaires et ça donnerait une sorte de crédibilité aux banques, aux compagnies d'assurance qui vont ensuite devoir s'occuper des risques associés et pour veiller à ce que donc la durabilité soit garantie. Oui, cela semble être effectivement le rêve à atteindre pour tous les projets de construction. Avoir, par exemple, un dispositif BREEAM imposé par le gouvernement, quelque chose d'approchant. Oui, deux points supplémentaires à ajouter pour le secteur de la construction, y compris tout ce qui tourne autour du transport des matériaux sur le site de construction, parce que ça peut occasionner pas mal de pollution également. Ça, c'est un point qui devrait être pris en considération. Et puis, deuxièmement, toutes ces obligations de reporting n'incombent pas aux États membres, mais plutôt aux différentes instances telles que les instances bancaires, etc. Effectivement, alors on a parlé de circularité et on a expliqué de quoi il retournait. C'est effectivement le sujet au niveau du secteur de la construction. Que convient-il de faire à l'avenir en la matière? Est-ce qu'il faut réutiliser ce dont on dispose d'ores et déjà? On parle de systèmes d'extraction urbaine, mais on sait que ça coûte un petit peu plus actuellement si on doit se lancer dans cette direction. Est-ce qu'il ne faudrait pas en tenir compte, notamment au niveau des investissements et au niveau de l'octroi des emprunts pour les projets? Parce que pour le moment, ça coûte cher. Est-ce que vous avez de bons exemples? Est-ce que vous avez une certaine expérience en la matière? Est-ce que vous avez une idée de nouveaux business models que vous pourriez mettre en œuvre dans le secteur afin que vous soyez contents, nous soyons contents et surtout que la planète soit contente également? Alors, les banques classiques se penchent sur ces capacités de remboursement, ce qui pourrait s'avérer être beaucoup plus difficile, surtout si le bâtiment, en fin de compte, coûte davantage. Et il faudra dès lors échelonner l'ensemble sur un plus long terme, à savoir non pas 20 ou 30 ans, mais davantage. Alors, comment est-ce que les banques envisagent ce type de situation? Alors, je vais peut-être être la victime toute désignée pour répondre à cette question. Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je l'ai mentionné dans mes transparents parce que je savais que c'était une thématique importante pour vous en tant que secteur. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les trois principes de base, la capacité de remboursement, la durée et la sécurité que l'on peut en retirer et la valeur intrinsèque, eh bien, je dirais qu'il y a peut-être certains éléments qui font en sorte que l'ensemble n'est pas véritablement attirant. Mais si néanmoins, on peut identifier un acteur de premier plan spécialisé en circularité, ça pourrait être intéressant parce qu'on aura une diversification des risques et une massification, si je puis dire, des risques. Je ne sais pas si c'est une réponse, disons, adéquate, mais en tout cas, c'est ce que je peux apporter comme élément. Oui, effectivement, il y a quelques années, nous avons développé un produit qui était semblable à celui d'un service, c'est-à-dire que l'on finançait sur le très long terme les différents investissements en termes d'infrastructures au niveau d'infrastructures plus légères et d'infrastructures autres et l'infrastructure notamment en termes d'éclairage, et la banque restait propriétaire de ce dispositif. Mais je dirais que le marché n'est pas encore prêt pour cela. Les possibilités et potentialités au niveau du marché sont encore assez limitées. Donc, il faut probablement changer d'état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, je suis confiant quant au fait
que cela se fera, que ce soit pour l'éclairage ou que ce soit pour d'autres types d'infrastructures, quelles qu'elles soient, et nous pourrons effectivement avoir un business model en la matière. On pourrait peut-être pour toute une série de commerces de détail, on constate qu'une partie de l'investissement est considérée comme étant la valeur résidentielle du terrain. Le terrain va garder sa valeur au fil du temps et là, les banques sont prêtes à prendre des risques sur le long terme, notamment au regard du terrain. Et donc, cette approche est typiquement immobilière, alors que d'un autre côté, on peut avoir des approches davantage liées aux infrastructures. Oui, donc si on prend par exemple un investissement sur 7 ans, etc., ben là, il faut quand même se dire qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent quelque peu compliquer la donne. Alors, je vais vous proposer de passer au point suivant, un commentaire d'une personne en distanciel. L'Université de Leuven mène une étude sur la durée de l'octroi des permis et la longue durée d'octroi des permis. Est-ce que l'on connaît le coût économique de ces longues procédures? Alors, je présume que vous êtes curieux d'en savoir plus sur les résultats, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'il faudra 3 ou 4 ans pour que cette étude soit terminée? Ça, j'en ai pas la moindre idée, malheureusement. Quoi qu'il en soit, parlons du point suivant, l'innovation. Et on y a déjà fait brièvement allusion, mais il y a certains aspects sur lesquels on n'a pas encore eu l'occasion de s'appesantir. Et je vais vous proposer une petite vidéo tournée par Peggy Toté, qui mène à bien des recherches sur les coopératives immobilières, les coopératives en matière de logement. Et elle a une question adressée aux banques. Bonjour, je m'appelle Peggy Toté, je suis architecte et designer urbain en Flandre. Je voudrais faire référence à un projet pilote qui est en cours à Knokke-Heist. Compte tenu du prix élevé des logements dans la commune, les autorités locales souhaitent réaliser un projet de logement de qualité à prix abordable, notamment pour les jeunes dans la population. La municipalité dispose d'un terrain disponible à cet effet, sur lequel environ une 50aine d'appartements pourraient être construits. La municipalité souhaite louer ce terrain à une coopérative de logement qui construira et gérera le bâtiment avec ses résidents et des investisseurs sociaux. Mais elle a besoin d'un financement supplémentaire pour réaliser l'immeuble. Malheureusement, trop peu de banques sont prêtes à leur accorder un prêt. Ma question est la suivante. Comment pensez-vous que les conditions d'obtention d'un prêt pour les nouvelles coopératives ont évolué? Quelles contributions pourraient être attendues des membres? Et puis, la nécessité d'une garantie de la municipalité qui reste propriétaire du terrain sera-t-elle maintenue? Point d'interrogation. Et puis, quels sont les différents éléments sur lesquels vous pouvez éclairer ma lanterne par rapport à ces questions? Je vous remercie d'avance. Alors, qui va être la victime toute désignée ici pour répondre à cette question? Y a-t-il une personne parmi vous qui aurait une réponse à cette question? C'est un sujet assez fascinant, effectivement, parce que le prix d'une maison, c'est le terrain plus la construction plus une prime. Si on retire de cela la question du terrain, puisque ce terrain serait mis à disposition, vous augmentez l'accessibilité du projet. Mais comme l'a dit, la valeur résiduelle en ce qui nous concerne porte sur le terrain, qui sort ici de l'équation. Donc, il faudrait peut-être essayer de voir de quelle manière on pourrait gérer cette situation. Mais peut-être qu'on pourrait contourner ce type de difficulté en se disant que les gens ne pourraient pas revendre ou pourraient revendre à un prix plafonné. Peut-être qu'il y a-t-il des limites qui pourraient être envisagées, mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet pour le moins épineux. Oui, je suis ouvert à discuter de cela de façon détaillée, mais sur base de ces informations pour le moins limitées, je ne suis malheureusement pas en mesure d'offrir une réponse satisfaisante. Alors, est-ce que ça changerait si le terrain faisait partie intégrante de la coopérative? Non, il ne doit pas nécessairement faire partie intégrante de la coopérative immobilière, pour autant qu'il y ait un contrat qui régisse la période durant laquelle la personne pourra jouir du bâtiment et en fonction de la durée, ça pourrait effectivement fonctionner. Mais quelles sont les conditions marginales au niveau du contrat? Parce qu'il y a des éléments qui vont devoir pouvoir être examinés
examiner au niveau de la banque si les choses ne tournaient pas comme il se doit. Oui, donc il y aura des questions d'ordre juridique qui entreront en ligne de compte. Oui, tout à fait. Oui, et c'est une certitude. Il y a des unités résidentielles qui sont vendues en Belgique où le terrain ne fait pas partie intégrante du dispositif, mais il y a une possibilité de propriété qui est laissée ou une possibilité d'hypothèque qui est laissée pendant une cinquantaine d'années. Oui, alors la première possibilité, c'est de voir de quelle façon de tenir compte du terrain. Puis deuxièmement, on parle d'une coopérative ou une espèce d'association qui serait propriétaire de la construction. Et dans son cas de figure, il y aurait une cinquantaine de propriétaires qui seraient détenteurs de parts au niveau de la coopérative. Est-ce que ça pourrait poser problème ou est-ce que vous percevez des difficultés à ce niveau-là? Bien sûr, ça pourrait être le cas. Oui, ce n'est pas un dispositif plain vanilla, comme on a coutume de l'appeler dans notre jargon. C'est un dispositif ou un montage juridique qui repose sur le Code Napoléon. Il y a des modifications qui pourraient être apportées. Cette question de coopérative avec des parts ne s'imbrique pas, si je puis dire, dans ce dispositif. Donc, ce serait un système de mandat, d'hypothèque. Et si ça ne rentre pas dans le cadre, ça ne rentre pas dans le cadre. Donc, là, effectivement, il y a matière à réflexion. Peut-être pourrait-on se tourner dans d'autres pays et j'ai pu le constater, on avance progressivement dans ce sens-là. Pas une majorité, mais en tout cas, à l'avenir, il y aura certainement une évolution majeure qui pourrait s'opérer dans ce sens-là. En tout cas, si nous devons croire ce qui se dit, oui, des exceptions sont toujours possibles, mais il faut être créatif par rapport à la structure juridique, la structure de risque, etc. Mais en fin de compte, c'est une question de rentabilité. S'il faut se pencher sur une question en particulier, sur un emprunt en particulier, est-ce que ça concerne 200 logements, une cinquantaine de logements, peu importe. C'est également une question d'échelle qui pourrait entrer ici en ligne de compte. Alors, question suivante, parce que nous recevons beaucoup de questions en néerlandais et en français. Je vais donc essayer d'en prendre plusieurs et de les rassembler en une seule et même question. Par rapport au dispositif escrow, serait-il possible d'avoir un dispositif au niveau de bâtiments intelligents qui serait supervisé donc par un dispositif qui permettrait de calculer par exemple votre consommation et ensuite le paiement se ferait par le biais de l'épargne. Est-ce que vous avez des exemples de cela? Est-ce que vous avez des produits à proposer pour investir dans ce type de fonctionnement au niveau des banques? Oui, tout à fait. Le système que nous avons concocté pour l'éclairage en tant que service. Donc là, nous avions un transfert donc d'une infrastructure d'éclairage pour passer au LED et les économies qui étaient engagées étaient suffisantes que pour pouvoir rembourser l'emprunt sur une période de 10 ans. Donc ça, c'est l'exemple parfait en vertu duquel il est possible d'agir de cette manière. On pourrait peut-être mettre cela au niveau de la blockchain. Peut-être que tout pourrait... Il n'y a pas de limite à la blockchain, donc pas de souci à ce niveau-là. On pourrait peut-être mettre le métaverse dans la blockchain. Oui, et résoudre tous les problèmes de briques et de mortier, effectivement. Au niveau du métaverse, il y a une quinzaine d'années, on a insisté beaucoup sur le fait qu'il n'était pas possible d'être rentable par le biais de ces dispositifs. Et puis, on voit aujourd'hui que la donne a parfois changé. Alors, la question que moi, je voudrais vous poser est la suivante. 20 ans, c'est la durée moyenne d'un emprunt pour une maison. Pourquoi ne pas aller au-delà de cela, 30 ou 40 ans, pour faire en sorte que le logement soit véritablement accessible? Est-ce que cela pourrait être une bonne idée? Ça n'existe pas. Dans un pays tel que le Royaume-Uni, ça existe. Vous avez des emprunts hypothécaires qui courent sur 40 ans et qui sautent parfois les générations, donc qui passent d'une génération à l'autre sur le marché
marché belge, comme vous l'avez très justement dit, la durée normale est environ de 20 à 25 ans maximum, mais nous devons également tenir compte du fait qu'au plus longue sera la période, au plus on va influencer le prix du logement résidentiel, parce que si vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt en 25 ans, de sorte que vous ne pouvez donc pas finalement acheter la maison. Et si c'est sur une durée de 40 ans, vous pourrez peut-être l'acheter, mais ça va influencer le prix qui va augmenter en donnant un laps de temps qui est beaucoup plus long. C'est en tout cas mon expérience. Donc, ça déboucherait sur moins de logements accessibles financièrement parlant à l'avenir, puisque les prix vont augmenter. C'est bien ce que vous voulez dire. Oui. Oui, et il faut également se souvenir que mes collègues ont calculé le ratio entre le revenu des ménages et le niveau moyen du logement. Je vous ai parlé d'un prix excessif à concurrence de 60%. Et si on prend en considération l'accessibilité sur base du taux d'intérêt et du remboursement, là, on passe à 11%. C'est ce que je vous ai dit dans ma présentation. Et c'est l'exemple parfait, me semble-t-il, qui atteste du fait qu'avec des faibles emprunts et un faible taux de remboursement, vous pouvez bien entendu donner une poussée ou obtenir une poussée en termes de prix. Alors, Jean-Christophe, nous avons une autre question. Oui, j'ai beaucoup de questions ici. Donc, j'essaye de trouver quelque chose. Par rapport à l'innovation, il y a une personne qui pose la question de l'innovation par rapport à un bail amphithéotique. Et je ne connaissais pas le terme en anglais. Est-ce que l'amphithéose pourrait être une solution pour faire en sorte que le logement soit plus accessible financièrement? Est-ce qu'il y a d'autres projets en matière d'amphithéose qui pourraient être envisagés, notamment au niveau, par exemple, d'autorités locales? Cela existe d'ores et déjà. Il y a de multiples exemples au niveau du marché où on a pu effectivement effectuer des ventes sur base de certaines structures, mais nous devons tenir compte du fait que le propriétaire du terrain souhaite avoir un retour sur investissement par rapport à son terrain. Soit il a la possibilité de le vendre à un acheteur, il a l'argent et il peut activer ses fonds ailleurs, ou bien il reste propriétaire du terrain, mais en même temps, il doit quand même obtenir un retour sur cet investissement. Donc, ce n'est pas à titre gracieux, en quelque sorte, que vous allez pouvoir utiliser ce terrain sur le long terme. Donc, il faut toujours pouvoir remettre les choses en perspective. Oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, on élargit le prix du terrain pour couvrir une période beaucoup plus longue. Alors, ça permet peut-être certains acquis en termes d'accessibilité, mais ça peut également avoir un effet pervers au niveau de l'augmentation des prix. Et tout est lié sur le marché du résidentiel. Oui, c'est la main invisible. C'est ainsi d'ailleurs qu'on dénomme ce phénomène. Et pour vous interrompre très brièvement, c'est une petite blague d'ailleurs que quelqu'un m'a racontée à la pause. Et étant donné que nous parlons d'accessibilité financière au niveau de la construction, on devrait peut-être parler en kilos. Combien d'euros par kilo? Alors, la Tesla coûte 70 € par kilo et un projet de construction, 5 € par kilo maximum. Donc là, il n'y a pas de problème, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est bien, on peut tous rentrer chez soi contents. Oui, mais quoi qu'il en soit, j'ai une trentaine de minutes pour y réfléchir depuis la pause et je voudrais ici prendre une direction légèrement différente. Il y a quelque chose qui n'est pas identique au niveau du secteur de la construction, c'est notamment la productivité. Et là, nous avons un problème parce qu'on réinvente la roue en permanence, encore et encore. Et même si nous avons tendance à dire que nous n'avons pas de contraintes
même là, nous voyons un problème et nous créons d'autres problèmes parce que nous avons tendance à réinventer la roue en permanence. Et je pense que ce n'est pas uniquement les promoteurs ou les entrepreneurs, mais c'est également au niveau des designers et au niveau des clients. Et je pense que c'est en quelque sorte une chaîne sans fin, mais ce qu'il nous faut, c'est effectivement davantage de normalisation. Nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée, c'est tout simplement pas possible, c'est tout simplement pas viable. Et moi, j'en suis fermement convaincue et j'en ai parlé également pendant la pause. Nous avons un projet, tous les jeudis matins pendant 1 heure, nous créons un projet fictif, un projet qui n'existe pas, sur un terrain qui n'existe pas, et on essaie de voir comment construire 40 appartements. Nous avons des ingénieurs civils en structure, en technique de construction, en installation, un entrepreneur, un promoteur, un architecte, etc. Et tous les jeudis matins, lorsque nous avons ce type de rencontre, il y a toujours quelqu'un qui lève la main en disant « on a un problème ». Et je leur dis « mais enfin les gars et les filles, parce qu'il y a également des filles, donc il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de clients, il n'y a rien, on essaye juste de voir comment avancer. S'il y a un problème, c'est parce que vous avez créé ce problème, donc résolvez ce problème. Et alors on peut se dire, eh bien voilà, en tant que promoteur, je pourrais peut-être modifier tel ou tel élément. Mais tu fais passer ton projet en métavers, c'est pas de souci. Oui, mais c'est également quelque chose que je répète déjà à souhait depuis très très longtemps. Il faut vraiment repenser la façon dont nous menons à bien notre secteur d'activité. Ça commence par les clients, ça commence par les différentes procédures et autres. On veut toujours quelque chose de nouveau, on veut toujours le meilleur, on veut toujours le meilleur projet, on veut un projet vitrine, on veut un projet phare, mais non, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est 500 fois le même projet, pas un projet phare, mais 500 fois le même projet. Et là, ça améliorera la productivité, ça va diminuer les risques et les banques vont dire « ah ben moi j'ai déjà fait ça avant, je sais qui se charge du projet, je connais la fille, je connais le garçon qui s'occupe de ce projet et donc j'y vais ». Désolée de monopoliser le temps de parole, mais on peut avoir un financement standard également. Et là, on peut se lancer dans le blockchain. Donc, il faut aller du projet au produit. Oui, mais dit rapidement, ce que je vous ai dit en 2-3 minutes, je ne suis pas certain d'être clair, mais imaginons que demain, on pourrait se pencher sur n'importe quel projet et éviter de refaire la même chose. Ce que nous faisons, c'est toujours faire les choses différemment. Et c'est peut-être là qu'il faut repenser quelque peu la chose. Mais avec la normalisation, on peut mettre la blockchain en branle. Oui, et là, il y a plein de terrains disponibles. Alors, j'ai une question par rapport à l'accessibilité des bâtiments dans les villes. Parce que les prix d'école à Leuven et à Bruxelles, nous savons notamment que c'est le cas. C'est très, très difficile pour les jeunes, par exemple, de se loger. Et David, je pense que tu as dit que le prix du logement existant était parfois surestimé, mais on ne parle pas ici de nouveaux bâtiments. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? La question, et nous sommes des constructeurs ici, alors si les nouveaux bâtiments sont plus durables que les existants, il y a probablement là un message. Non, ce n'est pas le message que j'ai voulu distiller. Le message que j'ai voulu distiller était le suivant. La différence entre le logement existant de bâtiments qui comptabilisent 20 ou 30 ans d'âge par rapport aux nouveaux bâtiments, j'ai insisté sur le fait que l'écart était assez limité. Du point de vue de la durabilité, il faut faire la différence et calculer d'une part ce que ça coûte au niveau du logement existant, rénové à des normes qui sont identiques à celles d'un nouveau bâtiment. Et on peut constater que dans tous les cas de figure, le prix pour l'acquisition et la rénovation d'un bâtiment existant fera en sorte que nous serons à un niveau plus élevé que ce que nous pourrions avoir pour un bâtiment nouvellement construit. Oui, mais peut-être parce que la rénovation n'est pas vraiment considérée comme étant standardisée, tout simplement parce que, oui, mais ce qui est construit récemment n'est pas toujours ou pas encore, en tout cas, normalisé.
Oui, et ça nous ramène à la question de la rénovation et de la circularité. Oui, effectivement, et cela augure de belles perspectives d'avenir en ce qui nous concerne. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, je ne sais pas si nous avons encore beaucoup de temps. On a encore 5 minutes de plus, me semble-t-il, et puis nous devrons clôturer. Bien, je pense que nous avons quand même couvert la plupart des questions qui avaient été posées. Sinon, les autres questions vont faire en sorte que nous allons être beaucoup plus spécifiques. Alors, j'ai une question, on n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais souvent, les gens se demandent si on peut construire plus durable dans le cadre d'un programme vert à l'avenir. Quelle sera la différence en termes de pourcentage à payer? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse ou si vous pouvez y répondre. Non, parce que l'impact exact de ce que le régulateur va imposer aux banques n'est pas encore connu à l'heure actuelle. Donc, tout va dépendre de l'impact. Oui, et on pourrait très bien se retrouver finalement avec une situation où énergétiquement, des situations énergétiques très mauvaises ne seront plus finançables ou pourront être financées par le biais de crédits à la rénovation. Mais en tout cas, la situation en ce qui concerne les réglementations est encore inconnue à l'heure actuelle. C'est un travail qui est en cours de déploiement et à l'horizon 2050, tout le parc immobilier devra plus ou moins atteindre un niveau zéro carbone. Et si nous voulons que ce soit le cas, il y a beaucoup à faire et c'est une invitation ouverte à votre intention. Il y a du boulot, tant et plus. Bien. Alors, ce n'était pas prévu avant, mais est-ce que chacun serait d'accord de nous dire en une phrase son mot de la fin, en quelque sorte? Donc, vous avez toute l'industrie, oui, les messages à garder et à ramener à la maison, peut-être. Alors, oui, c'est probablement un message à garder à l'esprit. Je suis toujours surpris, en tant que personne qui n'est pas technicien, du processus bureaucratique requis pour la construction d'un bâtiment. C'est parfois très, très important de mesurer la quantité de papier nécessaire. Alors, peut-être pourrais-je également rajouter 2 ou 3 points auxquels j'ai pensé et réfléchi en préparant mon transparence. Il y a 5 ou 10 ans, vous m'aviez parlé de durabilité et je m'occupais de la gestion d'un entrepôt à l'époque. J'aurais dit, si les investisseurs ne veulent pas payer pour cela, j'aurais davantage de réserves. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est pour nos enfants, pour la génération future que nous devons le faire. Et au niveau de la législation, nous voyons que l'Union européenne impose des législations aux différents États membres et ça va se produire, Les voitures électriques ont atteint un point culminant actuellement. Maintenant, tous les producteurs automobiles lancent sur le marché des véhicules électriques et ça va être la même chose en ce qui concerne cette approche de durabilité au niveau du secteur de la construction, j'en suis convaincue. Oui, effectivement, la technologie est effectivement un paramètre qui va avoir de plus en plus d'importance, notamment au niveau du secteur de la construction dans son ensemble, que ce soit au niveau de la conception ou que ce soit au niveau de la construction, voire de la maintenance par la suite. Et nous voyons d'ores et déjà toute une série d'exemples très, très intéressants et s'aimer à travers le monde. Et ceci démontre à quel point, effectivement, la technologie peut nous aider à travailler de façon beaucoup plus efficace et peut contribuer également indirectement à des logements beaucoup plus accessibles financièrement. Et puis, on voit également que des secteurs se rapprochent les uns des autres. Le secteur immobilier et le secteur de la construction ne constituent plus un tout, mais on implique d'autres parties prenantes, que ce soit les banques par rapport au financement, ou que ce soit d'autres acteurs ou d'autres intervenants qui sont englobés justement dans le dispositif pour pouvoir aborder la question de la durabilité. Et tout ce qui tourne autour du FinTech va devenir de plus en plus un élément qui fera partie intégrante du secteur de la construction. Et pour paraphraser ou parodier un représentant du secteur FinTech,
je dirais que chaque entreprise va devenir une entreprise fintech d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va interagir les uns avec les autres. Et donc, je voulais parodier ou paraphraser effectivement ce qui a été dit par une des éminences grises du secteur fintech. Oui, moi, je dirais qu'il faut que la durabilité fasse partie intégrante du business model, parce que nous constatons que de grandes entreprises ont déjà englobé cette notion de durabilité dans leur stratégie d'entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises encore qui ne se préoccupent pas de cette question de la durabilité à l'heure actuelle. Et ceci doit changer, en tout cas à mon avis. Et puis, deuxièmement, oui, m'a tout à fait raison, lorsqu'il parle de normalisation, la normalisation, c'est le mot-clé, parce que ça va nous permettre de couvrir effectivement toute une série de préoccupations phares au niveau du secteur de la construction, parce que les loyers augmentent, la durabilité a également un prix, ne nous voilons pas la face, et c'est pour cela que la normalisation est un élément clé et fondamental pour l'avenir. Ce serait ma recommandation. Alors, il est très difficile de trouver quelque chose de nouveau à dire, eu égard à ce qui vient d'être mentionné, mais je voudrais m'inscrire dans le droit fil de ce que Geert vient de dire. Soit on devient une entreprise pérenne, soit on disparaît à l'horizon 2050. Je pense que c'est un message très, très fort et un message qui est tout à fait vrai. Et puis, par rapport à l'accessibilité, si la Banque centrale européenne a raison, et je ne puis que faire confiance à toutes les compétences réunies au sein de la BCE, il faudra effectivement tenir compte de cet aspect des choses et espérer le meilleur au regard de ce que je viens de dire. Alors, je vais donc faire le compte-rendu de tout cela en 1 minute. Il ne me reste plus qu'à remercier chacune et chacun ici présent. Je pense que tout le travail préparatoire en amont a été titanesque. Nous avons passé plusieurs soirées ensemble, répété les différentes présentations, et lorsque j'étais assis dans la salle en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'en 1 heure de temps, nous avons amassé et compilé une masse extraordinaire d'informations, et je dois vous remercier pour cela. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui étaient présentes en présentiel ici, remercier les participants en distanciel. J'espère que vous êtes toujours derrière vos écrans et que vous n'êtes pas trop affamés. J'espère bien entendu que vous avez appris quelque chose et que vous pourrez faire du concret sur base de ce que vous avez entendu dire ici. Et puis, je pense que à notre niveau, au niveau de notre organisation, c'est très, très important de travailler de façon aussi disciplinée et par discipline et également par secteur, comme nous l'avons fait dans le cadre de ce webinaire, et c'est ce qui va probablement définir les orientations de nos perspectives d'avenir. Et c'est pour cette raison que nous avons mis sur pied d'ailleurs ce comité Vision, et je crois qu'il ne me reste qu'à remercier le CSTC d'avoir mis tout cela sur pied. Et puis, en m'écoutant parler, je me disais qu'il y a 2 façons d'aborder la chose. Une première manière qui est peut-être négative, se dire par exemple que les défis sont titanesques, sont énormes, et ça peut effrayer, bien entendu, susciter une certaine dose de pessimisme et autres. Mais il y a une autre manière, me semble-t-il, de réfléchir à tout cela. C'est la flexibilité, le mouvement, la nécessité de saisir les occasions qui nous sont offertes, le changement, et j'espère que nous pourrons emprunter cette voie. Et toutes celles et ceux qui ont écouté, que ce soit en distanciel ou en présentiel, je vais vous inviter à laisser tomber le pessimisme, mais plutôt à embrayer sur la voie plus optimiste, sur la deuxième option. Et puis, je vais vous inviter à partager vos points de vue avec le BRI. Je vais vous inviter également à compulser les différentes brochures qui seront publiées. Tous vos points de vue et autres éléments seront repris et relayés au niveau de ces différents documents, en espérant que cela vous aidera. Donc, merci beaucoup. J'espère vous retrouver très, très prochainement. Merci, à bientôt.